pêcheurs connaissent votre nom, qui est devenu une marque. Pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît? Bon, alors Michel Amiot, hein, créateur d'Amiot Pêche, hein, il y a bientôt 42 ans, 1971. Bon, j'ai déjà dit un petit peu dans mon discours, quoi. J'ai été donc artisan chez mon père, hein, forgeron, appris la maîtrise des métaux. Et puis un petit peu le conflit génération, à l'époque où 24 ans, papa commande, et moi j'ai envie de prendre les responsabilités, donc je démissionne de la forge et je décide de créer du matériel pour la pêche, dont je suis passionné. Donc après, évidemment, c'est compliqué un peu, parce que insouciant, on pense qu'on va révolutionner le monde, on va fabriquer les produits, ça ne m'a pas trop dérangé. Par contre, les vendre et gagner un peu d'argent, c'était plus difficile, parce que je n'avais pas du tout la fibre commerciale. Donc un peu galère au début, pendant 3-4 années dans une ferme sans gagner d'argent, mais quand même avec l'espoir un jour de montrer à mes parents, montrer à mon entourage que je pouvais réussir de ma passion, quoi. Voilà pour le début de l'expérience. J'ai toute ma vie fabriqué des produits qui servent à rien pour la pêche, qui sont plutôt adressés au confort du pêcheur. Des supports, notamment des supports de canne réglables pour poser sa canne au bord de l'eau quand on est tranquillement en train d'attendre une touche. Donc des supports, du matériel pour la pêche à pied, la pêche des coquillages, donc là c'est un petit peu de la forge, quelques épusettes, et puis qu'est-ce que j'ai fait de beau? C'était pratiquement que des supports au début, oui. Il y a des choses pour pêcher les anguilles dans les marais, des espèces de fouines, ça s'appelait. Donc une dizaine de petits produits. Les premiers supports de canne à pêche étaient donc pour les années 70, 75, 80, il y avait les pêches à l'anglaise qui commençaient, il y avait... à l'époque, je participais déjà au concours, au salon parisien des exposants de pêche, et les Anglais commençaient à parler de la pêche à la carpe dans les années 80-85. Et moi, je regardais, comme souvent, j'écoute, je ne dis pas grand-chose, et j'avais pensé qu'ils allaient avoir besoin de batteries pour poser des cannes, pour pêcher la carpe. Je voyais arriver ça un petit peu peut-être avant les autres. Et donc j'ai imaginé les pêcheurs qui pêchaient la carpe. À l'époque, on pêchait la carpe du bord avec des pommes de terre, des maïs, des fèves, mais les poissons, on les consommait. Et là, la nouvelle gamme de pêcheurs relâchait le poisson, et à force d'être relâchés, les carpes s'éloignaient du bord. Et en s'éloignant du bord, parce que c'était tellement souvent piqué, comme on les relâchait, on ne voyait plus les flotteurs, parce que c'était loin du bord. Donc j'ai imaginé les détecteurs de touches électroniques, c'est-à-dire qu'on fait passer le fil sur une petite bobine et on crée un bip. Et donc là, moi j'étais pas compétent en électronique, mais j'ai trouvé quelqu'un qui m'a conseillé, un pêcheur, et on a bricolé un détecteur de touches électronique, ce qui fait qu'on n'avait pas besoin de voir de flotteur. Et puis de fil en aiguille, donc j'ai fait des batteries qui permettaient de poser 2-3 cannes avec des détecteurs de touches électroniques, où là, on pouvait tendre très loin du bord, plus la peine de regarder les flotteurs. En fait, on écoutait simplement le détecteur électronique. Mais après, je me suis aperçu que le jour, les carpes, à force de se faire piquer le jour, aimandaient que la nuit. Alors là, il faut qu'on trouve des choses pour pêcher la nuit. Donc, on a adjoint, pareil, j'ai créé toujours des batteries avec des signaux lumineux pour pêcher la nuit. Et après, ça a engendré pour amorcer, il fallait des choses pour lancer l'appât loin du bord. Donc, ça a décliné toute une gamme de produits, partant d'une constatation. Et donc là, c'est marrant parce que j'imaginais souvent comment ça se passait, j'étais pêcheur moi-même. Et j'ai proposé sans doute aux pêcheurs des choses qui leur ont facilité la vie. Toujours rien pour la pêche, mais toujours pour le pêcheur. Et là, on a eu des résultats. J'ai pris un team, qui est toujours là d'ailleurs, des gens vieillis depuis, des gens qui ont pêché dans les compétitions nationales, internationales, et qui ont gagné des compétitions avec mon matériel. Alors après, on a été plus loin, on a été avec des petits bateaux amorceurs pour aller à 200-300 mètres du bord. Et là, on a gagné les championnats de France, les championnats du monde.
Et comme je l'ai dit dans mon discours, on a énormément communiqué là-dessus. Et ça ouvre beaucoup de portes après quand on communique à l'international. Oui. C'est-à-dire que bon, on travaille aussi les métaux, mais bon, c'est ma formation, moi c'est de travailler l'acier, normal, mais devant la multitude de gens qui travaillent l'acier classique, et devant... comment je vais dire, moi j'ai toujours été un petit peu respectueux de la longévité des produits, de la qualité des produits, j'aime le beau, et donc j'ai toujours essayé de remonter l'image des produits en faisant un peu ce que les autres ne faisaient pas, quoi. Donc l'inox apportait vraiment le parfait, le durable dans le temps, conçu pour durer, c'est ce que ça veut dire, notre sigle ça veut dire conçu pour durer. Il y a un inconvénient, c'est qu'on ne remplace pratiquement jamais les produits. 20, 30 ans, c'est la durée de vie des produits et malheureusement on ne les remplace pas. Mais c'était notre stratégie et je pense que ça a plu aux pêcheurs européens parce qu'on a eu un franc succès avec l'inox. Et en plus, l'inox nous a ouvert d'autres portes. La castillage chez Benetton Janot comme sous-traitant, beaucoup de choses qui aujourd'hui se fabriquent en inox. 100% pendant 30 ans de ma vie, à l'époque, croissance de 20% par an, énorme, des chiffres très intéressants. Comme je vous ai expliqué, un engouement pour l'équipe des salariés. Et puis après, bon, la Chine, il y a 15 ans, perdu le plus gros client du jour au lendemain. Beaucoup de grossistes européens s'adressent aux Chinois pour faire fabriquer des copies. Je suis allé dizaines de fois voir un peu là-bas en Chine. J'ai fait un procès contre les Chinois que j'ai perdu, que j'ai pas gagné, que j'ai pas perdu, mais que j'ai pas gagné. Donc pour pas licencier de personnel, je me suis dit il faut qu'on se diversifie, quoi. Et le savoir-faire en inox qu'on avait, les contacts avec les gens que j'avais m'ont permis de récupérer des donneurs d'ordre comme Benetton Janot, comme M. Davier, là, dans le monde de l'agroalimentaire, qui m'ont soumis des projets. On a coté des pièces et en fait on est passé en prix. Et ça a permis de licencier personne et de diversifier l'activité. Aujourd'hui, donc, c'est 65-35. La pêche, 65%. Et l'activité complémentaire en sous-traitance, c'est 35%. Alors, je vais vous dire, moi je ne sais jamais la veille ce que je vais faire, que je vais trouver comme produit pour le lendemain. Des anecdotes, j'en ai tout un tas, parce que, évidemment, la gamme actuelle, depuis 2 ans, je n'y touche plus beaucoup, parce qu'en fait, c'est les enfants qui ont pris la succession. Franck pêche, donc il n'est pas mal non plus en idée. Comme moi, il en a des bonnes, des mauvaises. Moi, à l'époque, je me couchais le soir, bon, tard, fatigué un peu, puis bon, la nuit, je dormais, puis quelquefois, je dormais pas. Il y a une histoire là-dessus, tiens, c'est marrant, parce que j'allais à la messe, j'étais élevé dans un milieu, mon père était pratiquant, ma mère aussi, j'allais jeune, mes enfants étaient élevés à l'école privée, et on allait à la messe. Le sermon me faisait chier, le curé racontait des conneries tout le temps. Et moi, pendant le sermon, au lieu de raconter ses sornettes aux bonnes femmes, moi j'écoutais. Et un jour, j'ai réalisé dans ma tête un projet pour fabriquer un support pour marquer, qui permettait de poser sur des barques de pêche en eau douce, 2-3 cannes, les régler, les poser, et être assis au milieu. Parce qu'avant, il n'y avait pas... En arrivant de la messe, du sermon et de la messe, à 9h30 le soir, samedi, j'ai changé de tenue, j'étais dans l'atelier. Le lendemain matin, j'avais fabriqué un support que je vends depuis 30 ans, que j'ai vendu à 200 000 exemplaires, et qui est toujours d'actualité. Comme quoi, vous savez, les idées, on les a pas à la veille, quand on ne sait pas. Une des plus grandes réussites, c'est d'avoir une équipe autour de moi qui m'a suivi toujours, avec des salaires de misère au début, des conditions de travail déplorables dans la ferme. Aujourd'hui, ce ne serait pas possible. Des gens qui sont toujours là aujourd'hui, des gens qui passeraient dans le feu pour respecter les engagements. Alors ça, c'est le côté de ma vie professionnelle. Effectivement, après, trouver des enfants qui continuent l'œuvre, ça, c'est formidable, quoi. On sait qu'on n'a pas fait ça pour rien. Amio continue, la notoriété continue. Puis alors, le plus grand plaisir, c'est que je pense qu'ils ont la niaque et les mêmes valeurs que moi. Je ne sais pas ce qu'ils deviendront, mais je ne suis pas trop inquiet, quoi. Je ne suis pas trop inquiet. Voilà.